C'est un peu tôt pour mesurer les impacts de la crise sur les équipements. Pour autant, on peut en dire quelque chose. Enfin, alors, il y a d'abord eu un espèce de temps de sidération, là, où le premier confinement, où personne ne savait très bien ce qu'on allait pouvoir faire, comment on allait rebondir. Donc il y a eu cette première phase-là, et puis après une forme de réouverture, où certains ont tenté des choses, ont essayé de maintenir une présence culturelle. Et puis ensuite, de nouveau, le reconfinement, où là, les acteurs commencent à identifier assez clairement que le temps va être long, et du coup, des tentatives qu'il faut d'abord saluer, parce qu'il y en a plein qui ont essayé de résister, quoi. Alors en utilisant beaucoup le numérique, dont je pense d'ailleurs que pour un certain nombre d'événements, en fait, ça va rester. Alors il ne s'agit surtout pas de faire en sorte que le numérique supplée le présentiel, parce que ça nous a tellement manqué qu'on voit bien que ça ne remplace pas. Mais par contre, ça a permis de toucher des publics, en tout cas c'est ce que disent les acteurs culturels, qu'ils ne voyaient pas, ou en tout cas qu'ils n'arrivaient pas toujours à accueillir. Je pense par exemple notamment à la fête du livre de Bron, qui a fait le pari d'un tout numérique et qui, d'abord a des chiffres de fréquentation exceptionnels, et deux, a un public qu'il n'avait jamais accueilli en présentiel. Et donc je sais que par exemple la fête du livre de Bron réfléchit à maintenir une partie sur les aspects numériques. Et puis il y a eu aussi la nécessité de se porter aux côtés des acteurs de la culture. Un certain nombre de grandes structures nous ont dit assez honnêtement ne pas avoir été mis en difficulté parce que les collectivités ont maintenu les financements, parce que l'État a été au rendez-vous. Quoi qu'on en dise et quoi qu'en disent les acteurs, en tout cas si on fait une comparaison au niveau européen, on voit bien que la France a un régime particulier sur la culture et sur le soutien. Alors ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce que fait ce gouvernement, mais en tout cas il faut aussi parfois quand même un peu comparer ce qui se passe. Donc pour les grandes structures, le choc n'a pas été d'une telle violence que ça remette en cause les modèles économiques de ces établissements. Par contre, ça a été très dur pour les intermittents, pour ce qu'on appelle les indépendants, les cultures émergentes, ou ceux qui venaient de se lancer, en fait, tout simplement. Et pour eux, ça a été extrêmement difficile. C'est pour ça que, côté métropole, nous, on a fait le choix de cibler nos aides au travers notamment des structures qui avaient une très bonne connaissance du maillage culturel du territoire pour cibler les aides auprès des acteurs pour lesquels c'était le plus nécessaire. Et puis le deuxième axe de notre soutien, ça a été de relancer la commande publique dès que ça a été possible, par exemple en augmentant d'une manière significative le budget autour des parcours artistiques, éducatifs et culturels pour que, par exemple, les collèges puissent commander davantage à des acteurs culturels, des projets ou autres pour alimenter finalement la commande de production artistique. Donc ça a été les aspects un peu comment ça s'est passé. Je crois que peut-être ce qui a fait le plus de mal à la culture et ce qui fera demain le plus de mal, ça a été le débat sémantique autour de essentiel, non essentiel, parce que autant on peut comprendre la question de besoins primaires à satisfaire et puis de besoins secondaires, mais cette sémantique très malheureuse qui a été utilisée autour de essentiel et non essentiel, elle a été d'une violence sans nom pour les acteurs de la culture parce qu'à un moment, les renvoyer à une forme d'inutilité sociale, c'est absolument inacceptable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la culture, c'est simplement du divertissement, alors qu'on le sait très bien, la culture, c'est l'émancipation, la culture, c'est le fait de pouvoir se projeter, de pouvoir penser, c'est tout simplement le fait de pouvoir vivre au sens où ça génère des émotions, où ça nous met en relation avec l'altérité. Et là, je crois qu'effectivement, mais j'ai presque envie de dire toutes et tous, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de pointer du doigt l'un ou l'autre en disant c'était pas bien de... voilà, peut-être qu'on a manqué de vigilance, y compris à ce moment-là, quand ces mots ont été employés, parce que moi je pense qu'ils ont fait du mal et qu'on va avoir besoin de reconstruire cette confiance entre le politique et les acteurs de la culture sur le fait que oui, bien sûr, c'est essentiel, oui, c'est au cœur de nos préoccupations et moi, en tant que vice-président de la culture, mais aussi en tant que maire, je crois qu'on a une forme de responsabilité collective assez importante là-dessus pour aider à reconstruire cela. D'abord, je voudrais dire que c'est un choix.
d'avoir demandé la culture. Alors des fois on n'obtient pas ce qu'on veut, hein, donc c'est pas du tout le fait que je décide, mais simplement ça a été mon premier vœu quand j'ai échangé avec le président de la métropole Bruno Bernard. J'en avais envie profondément. Alors que tout le monde me voyait au logement ou à l'hébergement d'urgence de par mon parcours. Voilà, mais je crois que ce qui m'a guidé là-dedans, d'abord, moi je viens plutôt de l'éducation populaire, je viens plutôt d'endroits de politique où on fait des choses avec les gens. Et j'avais envie d'aller un peu plus loin là-dessus. J'avais déjà commencé sur la question du logement social à travailler ces questions parce qu'en fait, dès le début de mes prises de fonction dans les années 2010, on avait fait le choix avec l'organisme que je dirigeais de faire en sorte que tous les projets importants de réhabilitation ou de renouvellement urbain soient accompagnés avec une dimension artistique et culturelle. Pas simplement à la fin pour célébrer, mais avec des résidences d'artistes, avec de la présence artistique sur du long terme, parce qu'en fait, on a vu très très vite que ces réhabilitations, c'était le moment de créer un nouveau récit sur le quartier en fait, et qu'on avait aussi besoin de la culture pour aider à mettre des mots sur à la fois ce qui s'était passé avant, ce qui pourrait se passer demain, et je pense notamment à quelque chose qui pour moi a été clé. Alors d'abord il y a eu une opération avec Cité Création à Vaux-en-Velin sur les Noirettes, avec les peintres muralistes, hein, où on a passé un an avec les habitants et avec Cité Création à créer une œuvre monumentale et qui a eu un impact très fort sur le quartier et sur la dynamique. Et puis tout de suite après, on a fait ça avec la compagnie Acte de Annick Charlot sur les Buères, avec un projet de danse sur les murs qui accompagnait la réhabilitation. Et les habitants l'ont perçu tout de suite, quoi. Il y avait quelque chose de très beau à se dire qu'on refaisait la peau des immeubles, la peau au sens humain, hein, et ça, enfin, Gilbert Couden de Cité Création le disait déjà, et ensuite d'aller danser sur cette peau, enfin voilà, il y avait beaucoup de symbolique, mais au-delà de la symbolique, encore une fois, je crois que ça m'a définitivement convaincu sur le pouvoir narratif de la culture dans l'imaginaire collectif. Il ne s'agit pas de faire du storytelling, hein, je parle de pouvoir narratif dans l'imaginaire de la culture, dans ce que ça permet de reconstruire des formes d'altérité qui aujourd'hui nous manquent profondément, quoi. Donc voilà, et tout ça là, ça m'a amené à avoir envie d'aller plus loin. Bon, et puis après, il y a aussi ce que cette ville de Villeurbanne apporte à la culture, propose comme regard un peu différent. Voilà, et donc je suis très content de m'occuper de ce sujet-là au niveau de la métropole. J'y prends beaucoup de plaisir. Sur l'autre soi, moi j'ai une paternité du projet dans son ensemble, et c'est le CCO qui porte véritablement une approche culturelle avec laquelle je suis à 200% en phase, quoi. Mais sur la partie développement culturel, c'est vraiment Fernand Dalleté qui à un moment, quand on s'est rencontrés, hein, moi j'avais ce projet d'habitat inclusif où je disais il faut faire la deuxième utopie réalisée de Villeurbanne. C'est un peu immodeste, mais en fait il y a le besoin parfois de poser des ambitions, de dire qu'est-ce qu'on veut faire ici, parce que sinon les gens ne comprennent pas, ils ont l'impression que bon, on va faire un peu de logement, un peu divers, un peu de foyer d'hébergement, un peu de ceci, un peu de cela. En fait, ce qu'on souhaite développer sur l'autre soi, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on fait la ville demain, quoi. Et c'est pour ça qu'on prend du temps. Et là, on a commencé à démolir, ça fait 5 ans qu'on est sur place. Au bout de 5 ans, on commence à démolir et on aura les premières livraisons encore dans 2 ans. Et donc, nous, on avait cette intuition-là, acteurs du logement, acteurs de l'hébergement, et quand on a rencontré le projet du CCO, nous, on cherchait un peu l'âme du lieu, quoi. Et ça s'est trouvé très naturellement, et les équipes du CCO ont été incroyables, et je crois que si à la fin ce projet va être aussi incroyable, c'est aussi dans cette rencontre. Donc vous avez raison, ça participe aussi, ça participe de mon engagement, mais je crois que l'autre soi a plus participé à mon engagement en politique, parce que du coup je me suis dit que ça m'intéressait d'aller vers des fonctions électives pour pouvoir défendre ce type de projet, faire en sorte qu'il aille au bout, parce que ça n'a quand même pas été un projet simple à mener, et puis peut-être en initier d'autres, parce que ça je me dis que c'est quand même du coup des leviers de transformation de notre société qui sont extrêmement importants. Oui, bon, d'abord il faut savoir que la culture pour la métropole, finalement, c'est une compétence assez récente en fait, puisque c'est le résultat de la fusion entre le département et de la métropole avec la loi MAPTAM qui a créé cette collectivité et qui de ce fait lui a transféré un certain nombre d'équipements qui avant étaient gérés par le Conseil général du Rhône. Et c'est un budget, somme toute, aujourd'hui modeste
entre 35 et 38 millions d'euros, selon comment on compte les affectations. Et sur ces 35 à 38 millions d'euros, on en a presque 70% qui sont déjà affectés sur les 2 grands équipements, Musée Lugdunum et Musée des Confluences, et puis sur Festival Lumière et le Festival des Nuits de Fourvière, et puis les biennales. Voilà, donc il y a déjà ce constat-là. Ensuite, je crois qu'on est dans un moment où les collectivités locales ont besoin, si vous voulez, de porter des politiques culturelles. On a eu, en gros, si on fait un peu vite, Malraux, Langue, et puis ensuite des politiques plus territorialisées avec les collectivités locales, avec des politiques d'équipement, de présence au territoire. Moi, j'ai envie de parler aujourd'hui d'une culture de plein vent. C'est-à-dire une culture qui, bien sûr, s'appuie sur des équipements avec un rayonnement territorial, national, international, avec des politiques d'une grande exigence, d'une forme d'excellence culturelle. Mais par contre, je crois qu'elles ont besoin d'ouvrir les portes et les fenêtres, ces structures, ces équipements. Ils ont besoin d'aller hors les murs, d'aller à la rencontre. On a besoin d'esthétiques qui se croisent. On a besoin de sortir des politiques culturelles en silo avec d'un côté la danse, de l'autre côté le théâtre. Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la chance que nous avons sur ce territoire, c'est que toutes celles et ceux qui sont en train de prendre des responsabilités dans les grands équipements culturels ont ceci chevillé au corps. Et donc moi, je ne suis pas inquiet sur notre capacité à faire. Mais pour autant, ça a été un peu long pour que ça vienne. Donc nous, on va plutôt surfer là-dessus et faire en sorte que notre politique culturelle, elle soit dans cet esprit-là. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, d'abord, on a besoin de faire en sorte que ce secteur soit le plus résilient possible, presque même le plus résistant possible. On le voit avec la crise Covid qu'on vient de vivre, ça n'a pas été simple et certainement qu'on va en perdre des acteurs de la culture et ça sera difficile de retrouver parce que quand on sait le temps que ça prend entre la formation humaine des gens pour arriver à faire maturer des projets, enfin, du coup c'est dramatique finalement de perdre des acteurs de la culture et donc on a besoin d'aider les filières, c'est un peu techno, mais appelons-le comme ça, des filières culturelles à se structurer, à avoir des points d'ancrage qui sont capables d'assurer que l'écosystème peut résister aux difficultés rencontrées. C'est pour ça que dans notre budget, on va augmenter les aides à des structures qui ont un impact fort sur une filière en particulier pour pouvoir aider les pratiques émergentes à se structurer, pour pouvoir faire de l'accompagnement de développement de projets culturels pour des nouveaux entrants, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est important pour nous sur la structuration de la filière et avec le souhait également de venir soutenir des filières qui sont peut-être un peu moins structurées. Je pense notamment à la question des arts circassiens, puisqu'on va soutenir la création d'une cité internationale du cirque. Alors, ce n'est pas notre idée, hein, c'est celle de Mathurin Bolst, de l'école du cirque de Lyon 5e, mais pour autant, la métropole fait le choix politique de venir accompagner en investissement ce projet qui va s'installer à Vénissieux avec le souhait de se dire que c'est un équipement métropolitain qui aura vocation à structurer la filière des arts circassiens, même si les acteurs sont déjà là, mais pour assurer un point d'ancrage et de solidité. Et puis d'autres pratiques qu'on souhaite développer en termes de structuration de la filière autour de tout ce qui sont les arts numériques, puisqu'aujourd'hui on a des acteurs de grand renom sur le territoire, mais pareil, on a peu d'événements qui structurent la filière, on n'a pas forcément une mise en réseau très précise. Voilà deux exemples. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est que pour nous, la culture, c'est un bien commun. Alors bien sûr, c'est extrêmement important parce que ça construit l'altérité, mais surtout la culture, c'est émancipateur. Enfin, en tout cas, ça a une force émancipatrice qui est extrêmement importante et ça, il faut que tout le monde puisse y accéder. Or, on le sait très bien, et par exemple, c'est un des points faibles de nos grands acteurs culturels sur le territoire métropolitain, c'est qu'ils ne rencontrent pas tout le public. Ils font des efforts, hein, ils vont à la rencontre, etc. Mais quand on regarde les stats de fréquentation de ces grands équipements, ça reste réservé à une part finalement très ciblée de la population, qui est pas en plus forcément celle qui a le plus besoin, entre guillemets, de s'émanciper, parce que vu qu'elle a accès à l'ensemble des capitaux sociaux, financiers, culturels et autres, voilà. Donc il y a un vrai enjeu à faire en sorte que ce capital culturel qui est généré par la pratique artistique puisse être accessible au plus grand nombre. La culture n'est pas un inné. Par contre, le fait d'avoir besoin d'avoir des émotions, de faire en sorte que quand ces émotions m'arrivent, ça me fait réfléchir, ça donne une dimension dans ma relation à l'autre, ça,
on le sait, et donc nous, on souhaite augmenter très fortement cette possibilité pour chacune et pour chacun d'accéder à la culture. C'est par exemple pour ça qu'on va augmenter significativement le budget de parcours artistique, éducatif et culturel, parce qu'on pense que c'est dès l'enfance. Alors, l'enfance, c'est l'école, donc c'est plutôt aux villes de le faire, mais la métropole va y compris soutenir les villes qui ont envie d'aller dans cette direction. Et puis au collège, avec des augmentations significatives de budget sur le parcours artistique, éducatif et culturel, mais aussi avec tout le développement des appels à projets de type culture et solidarité qui permettent à des personnes, appelons-les empêchées, en tout cas d'accéder à la culture ou de la pratiquer, ou qui sont dans de telles difficultés sociales ou financières qu'ils ne peuvent tout simplement pas accéder à cela, et bien qu'on monte des projets artistiques avec ces personnes. Donc ça, c'est le deuxième axe de la politique en matière de culture de la métropole de Lyon. Et le troisième axe, c'est plutôt autour de cette puissance de l'imaginaire narratif que porte la culture en elle, au service du projet métropolitain. Parce qu'en fait, finalement, cette collectivité, je l'ai déjà dit souvent, moi je trouve que c'est, dans son intention originelle, c'est un espèce d'hold-up démocratique, quoi. En fait, personne ne nous a demandé notre avis sur la création de cette métropole. Ça s'est décidé entre deux hommes politiques, nuitamment sur un coin de table, avec ensuite une transcription faite par le législateur sur une commande politique. Mais derrière, il n'y a pas d'objet démocratiquement construit. Bon, maintenant, c'est là, on ne va pas revenir en arrière. Il y a des choses qui sont intéressantes dans ce que ça rend possible. Et donc, moi, il me semble que la culture, ça peut aussi aider à faire territoire, à se dire quelle est l'histoire que nous avons en commun sur cette métropole, qu'est-ce que nous avons envie d'en faire, est-ce que demain on veut continuer sur une métropole de l'hyper-attractivité internationale, ou est-ce qu'au contraire on veut être la métropole de l'hyper-engagement local pour les solidarités, pour la transition écologique, pour la transition démocratique. Et ça, je crois que la culture, elle peut nous aider à réfléchir à ces choix-là. En tout cas, nous, on le pose très clairement comme un troisième axe, la culture pour faire territoire, pour se dire quelle est l'histoire qu'on a en commun. Puis après, il y a deux autres axes, mais qui sont plus des axes qu'on va formuler autour d'une type entre exigence et vigilance. À la fois l'égalité femmes-hommes dans la culture, parce que aujourd'hui c'est un secteur qui a encore des progrès à faire en la matière, même si c'est un endroit où on débat beaucoup de cette question-là. Je trouve qu'il y aurait intérêt à ce qu'on mette en adéquation les actes sur cet aspect d'égalité femmes-hommes. Et puis l'autre aspect, c'est la question de l'éco-responsabilité des événements ou des équipements. Voilà. Mais là, ils sont nombreux à s'engager dans cette direction, mais on a par exemple un projet aujourd'hui qui est plébiscité par les acteurs de la culture, alors qui est entre les deux, qui est entre cette exigence d'éco-responsabilité puis la structuration des filières, qui est une recyclerie culturelle, dans laquelle on mettrait en commun la question des décors, des costumes, etc., pour avoir des projets de réemploi au service de la production culturelle, mais du coup, ce serait aussi un lieu de résidence, de production, d'invention de nouveaux services entre les différents acteurs de la culture. Voilà un autre exemple un peu concret. Donc voilà la politique culturelle que la métropole souhaite engager, avec une évolution du budget qui sera présentée à la fin du mois de juin au Conseil métropolitain, avec des évolutions en direction de la culture comme levier de lutte contre les inégalités, ou la culture comme levier d'inclusion, et puis la structuration de la filière, qui vont être les deux endroits où il va y avoir des efforts financiers importants qui vont être faits par la métropole pour accompagner cette ambition en matière de politique culturelle. Passer la grande joie qui a été la nôtre d'être retenue comme capitale française de la culture, et joie partagée avec les équipes précédentes, parce que vous pensez bien que ce n'est pas une équipe municipale qui en 5 mois convainc un jury d'un grand niveau, notamment avec Fèvre d'Arcy en président du jury, qu'on est à la hauteur d'être capitale française de la culture. Je crois que ce qu'on a regardé, c'était l'envie du moment, mais aussi les acquis des équipes précédentes. Donc passer ce moment-là, je crois que ça nous apporte finalement beaucoup d'obligations, en fait, ou en tout cas ça fait peser sur nos épaules quelque chose d'assez lourd, parce que c'est la première fois qu'on aura une ville capitale française de la culture dans notre pays. Donc je pense qu'il faut qu'on soit à la hauteur du rendez-vous. C'est pour ça qu'on a retenu à la fois le thème de la jeunesse et le thème de place aux jeunes. C'est-à-dire qu'il nous semble que ça peut être aussi l'occasion de venir
impulser des orientations très très fortes en termes de nouvelles politiques culturelles dont le pays peut avoir besoin, et celle d'une politique culturelle qui place les jeunes au cœur de la programmation, de la prise de responsabilité, de la prise de décision, ça nous semblait très intéressant à défendre devant le jury, avec en plus le fait qu'on avait l'impression que les jeunes avaient été un public qui avait beaucoup souffert de cette crise, et que pour nous c'était aussi de leur offrir un peu un moment de reprise de respiration, de coin de ciel bleu pour y aller, quoi. Le deuxième élément dans cette candidature, c'est qu'on n'a absolument pas voulu se retourner sur nous-mêmes. Certes, on a des scènes nationales de très grande qualité sur Villeurbanne, on aurait pu faire tout seul, enfin globalement, voilà, mais ça ne nous semblait pas dans le moment l'attitude qui était la bonne. On avait envie d'ouvrir large. On a ouvert large d'abord à tous les acteurs, et ils ont répondu présents sur des temps extrêmement courts, mais je crois qu'il y avait aussi une telle envie de se projeter dans autre chose que, à la fois ils étaient fatigués, mais ils avaient envie, donc ça nous a aidés. Et puis on a aussi ouvert très large au niveau de la métropole, avec la métropole qui soutient la candidature, mais avec des maires qui se sont aussi engagés personnellement, parce que bien sûr, on est content pour Villeurbanne, mais on a envie que ça profite à tous les habitantes et habitants de la métropole. Ça, c'est un premier élément. Donc, il y aura une programmation qui va aussi se faire avec d'autres villes. Et puis, on a envie aussi que ça perdure après 2022. Et donc, mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard, il n'est pas du tout impossible que la métropole continue à accompagner des dynamiques de villes qui auraient envie de s'engager, par exemple, sur culture et jeunesse, autour d'une pratique, d'une programmation événementielle sur un an. On pourrait très bien faire perdurer cela en se disant que Villeurbanne aura été le coup de départ, mais qu'ensuite ça bénéficie au territoire métropolitain. En tout cas, moi je suis un métropolitain convaincu, mais pas à n'importe quel prix. Donc ça veut dire que ça m'intéresse qu'on construise cette métropole. Moi je crois à une métropole plutôt des subsidiarités, c'est-à-dire avec un niveau de décision qui doit être le plus près possible des territoires, mais je crois aussi qu'on a besoin de ce territoire supra à la commune pour imaginer des choses qui dépassent les seules compétences de chacune des villes. Et en matière de culture, ça me semble un bel endroit. Par exemple, on a un projet de bibliothèque numérique. Ce serait aujourd'hui stupide que chacune des 59 communes développe sa propre bibliothèque numérique. On voit bien l'incongruité de cela quand, de toute façon, les points d'accès seront identiques. Voilà, donc je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire au niveau de la métropole, d'autres qu'on peut faire à la ville. Et sur la culture, il y a plein de choses qu'on peut interroger demain, et on va essayer d'avoir cette dynamique métropolitaine, mais en renvoyant aussi aux villes la possibilité d'être autonomes dans un certain nombre de projets, mais en proposant sur certains axes qu'on soit à leur côté. Côté métropole, notre prochain grand événement, c'est les journées du patrimoine. Et puis après, je crois que dans l'ordre, on doit avoir très vite le Festival Lumière. Je crois que dans le timing, ça doit être ça, hein, dans les moments un peu clés qui sont des projets soutenus par la métropole. Mais je crois que de toute façon, la rentrée va être folle en matière de culture. Enfin, j'espère véritablement, parce que j'ai entendu tout à l'heure Del Frécy qui disait bon, l'été on va être tranquille, mais la rentrée je sais pas encore. Donc bon, mais faisons preuve d'optimisme, et dans mon optimisme, on aura appris à vivre avec, et même si ça revenait avec les passes sanitaires, avec des règles, etc. Moi, j'espère profondément qu'on ne remettra pas le pays à l'arrêt, parce que, et surtout pas la culture, bien entendu. Donc, actons que ça va pouvoir se faire, et donc, je pense qu'on va avoir une programmation extrêmement importante. Villeurbanne, on a décalé les invites qui normalement devaient se tenir en juin et qui se tiendront en septembre. Il y a le 100e anniversaire, enfin le 101e, puisqu'on a perdu un an du TNP, Festival Lumière, les musées qui, j'espère, vont retrouver des jauges pleines et qui ont des expos à présenter, je pense notamment au musée des Confluences ou au musée Lugdunum. Donc je crois que l'offre va être pléthorique. Je sais que les acteurs sont inquiets sur est-ce que le public va revenir, mais moi je suis un peu rassuré, quoi. C'est-à-dire que là, je viens de faire 4 ou 5 événements, et enfin, je crois qu'il y a une vraie envie, enfin, tout le monde a envie de ressortir, etc. Donc je suis moins inquiet que je ne pouvais l'être à un moment, en se disant, bon, bah, finalement, les gens ont goûté à la culture en connecté, avec les contenus qui arrivent directement à la maison. Je crois que certes, ils y ont goûté, et certes,
plus rien ne sera comme avant, comme je l'exprimais tout à l'heure, par exemple avec la fête du livre, mais je crois qu'il y aura quand même en permanence cette appétence à vivre des choses ensemble. Donc voilà les programmations. Puis après, vous me permettrez de faire un peu d'être un peu chauvin, mais ce sera presque la seule fois dans l'interview. Juin 2022, Ariane Nouchkine pour sa nouvelle création à Villeurbanne au TNP. Moi, j'ai un petit penchant pour Ariane Nouchkine, poétique et théâtrale, hein, pas du tout autre chose que cela, mais voilà, et je suis extrêmement heureux qu'on puisse l'accueillir à Villeurbanne et sur la métropole, parce que ça suppose l'engagement de tous les partenaires pour pouvoir le faire. Voilà, ce sera certainement un beau moment aussi dans la programmation culturelle 2021-2022.